On me pose une question sur l'imagination. Très souvent, on me dit je n'arrive pas à imaginer. Je ne sais pas comment on fait pour imaginer. Et donc ça, c'est avec certaines questions, comment peut-on vivre de la peinture, etc. C'est la question qui revient le plus souvent. Ah, j'ai pas d'imagination. Ah, j'y arriverai jamais. Ah, vous avez de la chance, vous avez de l'imagination, etc. Et donc, je voudrais glisser quelques mots. Non pas pour faire une grande théorie complexe sur l'imaginaire, parce que, bon, j'ai ça aux sociologues, aux psychologues, et puis aux théoriciens, aux philosophes. Non pas que ce soit pas intéressant, au contraire, mais je voudrais en parler de l'imaginaire de manière plus directe. D'ailleurs, l'ensemble de mes petites vidéos ont pour but beaucoup plus de parler de manière directe avec l'expérience de plusieurs décennies, environ 5 hélas, de pratique. L'imaginaire est un monde très particulier, qui est accessible à tout le monde. Ça, il faut savoir, déjà, la plupart du temps, les gens qui disent « je n'ai pas d'imagination » se trompent. Quand ils rêvent, ils imaginent. Et d'ailleurs, même dans une journée, à part quelques moments où on est un peu concentré, ou qu'on est dans une activité où on est conscient, nous vivons énormément de périodes où notre esprit rêvasse. Alors, ce n'est pas un très bon imaginaire, mais enfin, c'est malgré tout un univers sans contrôle où des images apparaissent, donc un imaginaire. Sauf qu'on ne peut pas en faire grand-chose, quelque part. Voilà. Donc, la peinture permet-elle de développer un imaginaire cohérent? Est-ce que cet imaginaire est un élément normal? Bon, moi, je viens de dire que oui, je pense. Mais est-il une autre réalité ou est-il un délire? Ou est-il les deux en même temps? Est-ce que parfois l'imaginaire est une espèce de délire sans intérêt? Ou est-ce que parfois cet imaginaire va nous amener à des images qui nous font pénétrer dans des symboles ou des éléments qui vont enrichir notre vie? Peut-être que c'est aussi les deux. Voilà. Alors, je vais simplement donner mon expérience. C'est-à-dire que pendant longtemps, bon, j'ai fait une certaine recherche, parce que sans imaginaire, il n'y a pas de peinture. Sinon, il nous reste l'imitation, et puis l'imitation consciente, c'est-à-dire on dit, tiens, je vais peindre comme un tel, ou je vais faire telle photo, je vais repeindre, il y a cette manière-là, mais on peut se dire, il y a des imitations inconscientes des autres. D'ailleurs, la peinture fonctionne, il y a une bonne imitation. Il y a même, dans la peinture chinoise, il y a un des 5 éléments d'apprentissage, il y a l'imitation. Donc l'imitation peut être positive quand on sait que c'est une imitation, et puis qu'on s'en sert comme un outil. Donc là, on n'est pas dans l'imaginaire, même si on utilise l'imaginaire des autres. C'est plus grave quand on imite l'imaginaire des autres, et que on ne s'en rend pas compte. Alors dans ce cas, on devient sous l'influence d'un autre, beaucoup des fois, et il n'y a pas un lien direct avec soi-même. Donc ça, c'est aussi une complexité. Et il y a aussi une autre manière, une autre manière de rentrer dans des problèmes liés à l'imaginaire, c'est que on peut s'imiter soi-même. C'est-à-dire que même si on avait, imaginons qu'on est un véritable génie qui nous touche à un moment donné, et puis que cet univers, ces découvertes, ces tableaux engendrent un certain succès, eh bien la tendance est forte de s'imiter soi-même. Alors l'imitation de l'imaginaire n'est pas de l'imaginaire, mais de l'imitation. Donc c'est toujours pareil, ce sont des pièges permanents. Alors ces pièges, il ne faut pas en avoir peur. C'est ça notre défi. Comment imaginer, dans cette complexité, un univers? Comment faire que l'imagination fasse partie de notre vie, enrichisse sans arrêt de notre vie, sans tomber dans aucun de ses travers? Ou même quand on tombe dans ses travers, eh ben, on se remonte. C'est pas grave de faire des erreurs, c'est grave, c'est d'y rester, bien entendu. Voilà un petit peu ce que je dirais en préambule. Alors,
Maintenant, je vais donner juste quelques petites astuces techniques. L'imaginaire, déjà, je vais parler du moment, vous avez tous rêvé, et au moment où nous sommes dans le rêve. Puis quelques secondes ou quelques minutes avant le rêve, avant le réveil, nous sommes dans notre rêve. Et puis le réveil sonne ou un événement nous réveille. Et à ce moment-là, alors que nous étions totalement impliqués dans le rêve, ce rêve a tendance à disparaître. C'est bien connu, c'est un phénomène... c'est comme si on avait deux cerveaux qui n'étaient pas en connexion. Alors donc, y a-t-il une manière de relier le rêve du rêve et le rêve de la réalité? Eh bien, il y a des petites astuces pour arriver à conserver. Vous savez sans doute que dans le monde du rêve, il y a des techniques pour rester conscient de son imaginaire au moment du réveil, par exemple. Donc de ses rêves. Donc il y a un certain nombre de techniques, même sur le plan purement mental, intérieur, qui permettent de conserver une connexion avec des imaginaires, l'imaginaire du rêve, par exemple. Ensuite, il y a d'autres rêves, c'est le rêve dans la vie consciente, nous avons une quantité énorme de souvenirs, un réservoir d'images gigantesques dans notre propre conscience qui apparaissent par-ci ou par-là. Eh bien, cet univers d'images va s'incarner parfois dans une image, une perception, un ressenti qui va donner forme à une image que nous aurons envie de peindre. C'est aussi une forme d'imaginaire. Ensuite, il y a un imaginaire voyage, c'est-à-dire on a envie de voyager dans l'imaginaire, un peu comme lorsqu'on regarde un film, et c'est nous qui le générons sans arrêt. D'ailleurs, dans les rêves, ça se passe un peu comme ça. Mais ça peut se faire aussi de manière éveillée. C'est-à-dire, il y a une manière de se réapproprier l'image que nous voyons avec nos yeux, pour la faire vivre, donc cette réalité, la faire vivre autrement. Et ça, c'est aussi très intéressant. Ensuite, on peut aussi voyager à travers l'imaginaire des autres, un peu comme si nous étions invités au voyage par les autres. Et ça, c'est très intéressant parce que finalement, c'est un partage, c'est un imaginaire de partage. Évidemment, un peu comme lorsque nous sommes invités chez quelqu'un, un jour il faut partir et revenir chez soi. Mais malgré tout, c'est aussi ça, l'amitié de l'imaginaire quelque part. Voilà, donc c'est quelques éléments qui nous permettent d'avoir accès à des imaginaires. Maintenant, l'imaginaire aussi est en interconnexion. Nous avons, lorsqu'on regarde un film, alors le problème du film, c'est qu'il donne un univers d'images dont nous sommes souvent prisonniers. C'est différent lorsque nous lisons une phrase qui nous inspire. Cette phrase, par exemple, une phrase poétique, je sais pas, la lune est rouge, brumeuse horizon, une simple phrase comme ça va évoquer des images, différemment sans doute pour chaque personne, parce qu'il y a une connexion entre un mot, une phrase qui elle-même est issue de l'imaginaire de quelqu'un ou d'une perception, qui va rencontrer notre sensibilité, et la réponse, l'interaction entre les deux va faire naître des images. Voilà. Donc, il y a plein de manières d'accéder à l'imaginaire. Malheureusement, beaucoup de personnes font tout ça inconsciemment et chapeautent tout ça en disant « Ah, moi, j'ai pas d'imaginaire ». Pourquoi? Parce que cette approche de l'imaginaire demande beaucoup d'énergie, beaucoup de vigilance. Et là, je vais donner quelques petites astuces qui ne viennent pas de moi, bien sûr, mais qui viennent d'ailleurs de beaucoup de pratiques méditatives, de toutes les religions, par exemple, qui ne disent pas que des bêtises. La plupart du temps, pour moi, si, mais bon, ne disent pas que des bêtises. Par exemple, dans le bouddhisme, la pratique du calme mental, on appelle ça Shiné, c'est une manière de laisser vide l'esprit, uniquement en étant concentré sur sa respiration. Voilà, c'est une attitude qui a pour but d'apaiser complètement les circonstances extérieures pour que notre esprit soit
ne soit plus en état d'agitation. Dans toutes les religions, c'est pareil, même les chrétiens, les jésuites. Alors, il y a plein de manières de calmer l'esprit qui ont été utilisées, la respiration, la concentration, etc. Alors, pour moi, je ne vais pas parler de ça parce que c'est un véritable sujet en lui-même. Mais malgré tout, il faut savoir. Ensuite, il y a un élément important, c'est de quand même se faire une idée de ce qu'est l'imaginaire. L'imaginaire est un petit peu comme l'image qui est au fond d'un verre d'eau. Et il y a l'agitation des ridules à la surface. Eh bien, la tendance, c'est que l'on veut faire quelque chose pour apaiser les ridules de la surface pour voir l'image au fond de l'eau, enfin du bol d'eau par exemple, ou d'un récipient. Et plus on fait ça, et plus on agite l'eau, évidemment. C'est cette capacité à laisser venir l'imaginaire qui, dans mon exemple, correspond à laisser s'apaiser naturellement la surface de l'eau. En fait, l'imaginaire ne se convoque pas. Il s'attend quelque part. On attend l'imaginaire, on ne le convoque pas. On peut un peu le convoquer aussi, bien sûr, mais pas directement. C'est-à-dire, on peut en avoir l'intention, et quand on projette cette intention, à un moment donné, il faut le laisser venir. On ne l'impose pas. Et d'ailleurs, toutes les choses importantes, c'est comme l'amour, ça ne s'impose pas. C'est quelque chose qui vient. L'amour de la beauté, c'est aussi quelque chose qui vient. Cette contemplation, c'est une attitude yin. Les Chinois diraient yin, c'est-à-dire une attitude de réceptivité. Et nous sommes habitués à l'attitude yang, c'est-à-dire de faire, et très peu de ce non-faire. Et c'est dans le non-faire que se trouve l'imaginaire. Et le problème n'est pas d'avoir ou pas de l'imagination, mais être capable de ne pas faire pour laisser venir, c'est quelque chose qui est très compliqué pour un petit esprit occidental. Voilà, la vraie difficulté. Donc, de manière simple, marcher dans la nature, regarder les nuages, s'arrêter, respirer, prendre conscience de l'énergie dans laquelle nous sommes, tout ça contribue considérablement au développement de l'imaginaire. Mais c'est un imaginaire nourri par le réel. Voilà, c'est ça qui est important, parce que l'imaginaire peut aussi tourner en boucle dans une véritable folie artificielle. C'est pour cette raison que il y a deux imaginaires, un imaginaire qui peut être très pathologique, qui est la source de toutes les créations d'ego, c'est-à-dire on fabrique des images auxquelles on s'identifie, et puis ça va de notre ami Adolphe jusqu'au pire fou, ont guidé leur folie par leur imaginaire, c'est évident. Donc l'imaginaire guidé par le réel, par le calme, le partage, eh bien, est une bonne chose. Ensuite, je vais parler de l'imaginaire en quelques minutes, quelques secondes même, par rapport à la peinture. Eh bien, lorsque vous êtes en train de peindre, asseyez-vous, détendez-vous, regardez par exemple tous les tableaux que vous avez faits les jours précédents, ou même les anciens. Ne vous y attachez pas, regardez-les, et essayez de contempler l'énergie, ressentez, et tout ça va nourrir votre présent par une réalité. Vous allez capter les équilibres et déséquilibres, les gammes de couleurs, tout un ensemble d'éléments. Et puis vous allez venir aussi avec ce que vous ressentez, ce que vous avez fait, comment dire, le matin, ce que vous avez vu, les choses que vous avez entendues. Et il va y avoir une espèce de... comme la mer qui va toucher le rivage, des vagues qui vont apparaître. Et ces vagues, c'est des ressentis d'abord, qui peuvent prendre forme sous forme d'images. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir des pistes qui s'enclenchent et des jeux d'images qui sont très agréables. Je dis jeu d'images, ce n'est pas faire une image, mais c'est jouer avec les images. Et à ce moment-là, je vous conseille de regarder une vidéo que j'ai faite qui s'appelle « La carte postale ». Il y a même des outils techniques pour conserver cette matrice imaginaire pour qu'elle puisse prendre forme jusque sur la toile. Et ça, c'est un autre sujet. Voilà. Ensuite,
Je pense qu'il est important d'avoir une certaine reconnaissance, comment dire, euh, quand on accède à ce moment un petit peu de joie, de l'imaginaire, il faut toujours être reconnaissant. C'est important de se dire, waouh, je suis le maître de mon monde. C'est pas merveilleux ça? Parce que, et là c'est la vraie conclusion, l'imaginaire est un enjeu incroyable pour Hollywood par exemple, mais aussi pour tous les gens qui veulent faire de nous des consommateurs, qui veulent faire de nous des esclaves même, comme ça arrive régulièrement dans X ou X pays à telle ou telle époque. Eh bien, c'est la maîtrise de notre imaginaire qui est leur véritable enjeu. Tout le jeu des images, hein, c'est la tête des guignols qui nous dirigent partout, comme en Tunisie, comme c'était avec Ben Ali en Tunisie, où tous les dictateurs font ça. Voilà. Donc il y a une fascination par l'image, par les films, par les idéologies sous forme d'images, qui finissent par devenir incroyablement puissantes. Eh bien, lorsque vous développez votre propre imaginaire, vous créez vous êtes nourri par votre propre imaginaire, votre propre santé mentale, et à ce moment-là, vous devenez inaccessible à la manipulation, et vous êtes vous-même un générateur qui pousse peut-être les autres à faire la même chose. Et c'est pour cette raison que l'art est et l'imaginaire est une incroyable source de liberté, et qu'il ne faut, à mon avis, jamais trahir. Voilà. Merci. Alors, vive l'imaginaire, vive le vôtre, vive le mien, vive cet imaginaire qui est finalement la vraie vie de l'esprit, quelque part, et le défi de l'esprit.